question va être faite par le professeur David Calvet, qui n'est pas chirurgien, qui est neurologue, qui est spécialisé, son domaine d'expertise c'est les ischémies cérébrales, et il a participé et conduit de nombreuses études internationales randomisées, dans une étude française, comparant la chirurgie et le stent. Donc la question en 2020, c'est est-ce que le stent carotidien va remplacer la chirurgie comme dans les autres territoires? Est-ce que David est avec nous? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Super. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Très bien. Très bien. Parfait. Merci au professeur Beckman, merci à tous de m'inviter. Finalement, un neurologue à l'Académie de chirurgie, c'est peut-être pas si fréquent. Alors évidemment, ma présentation ne sera pas technique, mais c'est plutôt effectivement de partager avec vous ces impressions des études des dernières années et d'essayer de répondre à la question qui m'a été posée, donc sur le stent carotide, a-t-il remplacé la chirurgie? Alors, quand on s'intéresse à la chirurgie carotide, ou sténose carotide, on ne parle pas d'une maladie rare. Vous voyez, quand on croise le dernier recensement de la population française et la prévalence estimée des sténoses carotides par tranche d'âge, on voit qu'environ 1 million de Français ont a priori une sténose carotide. Alors heureusement, la majorité ne le sait pas et la majorité ne fera pas de complications. Néanmoins, c'est une pathologie fréquente. Et comme la question qui m'est posée aujourd'hui est de discuter finalement la modalité de revascularisation et non pas la question qu'on se pose aussi comme neurologue qui est de savoir s'il faut ou pas intervenir, je vais me focaliser peut-être sur la particularité des sténoses carotides symptomatiques, puisque sur cet aspect-là, il n'y a pas trop de débat. Alors, c'est entre guillemets, c'est un peu historique, mais qui, pour nous ont donné un peu la ligne de conduite. C'est les essais NACET américains avec ECST, et NACET 1 et ECST 1, finalement, aujourd'hui on parle des suivants, mais qui ont clairement montré que pour ces patients qui avaient fait un AVC, puisque moi, en tant que neurologue, je vois des accidents vasculaires cérébraux ischémiques, et globalement, à peu près 15% d'entre eux, la source de caillot est la carotide. Et donc on sait chez ces patients que les patients opérés vont avoir un bénéfice très, très important à la chirurgie carotide. Vous voyez, très important, le bénéfice absolu est très fort et très rapide pour les sténoses carotides serrées, 70%, une fois qu'on exclut les niveaux plus jeunes bien sûr, avec une petite zone grise pour les sténoses carotides un peu plus modérées, entre 50 et 70%. Au-delà de 60%, c'est assez clair, entre 50 et 70%, entre 50 et 60%, c'est un peu discutable, un peu plus compliqué la prise de décision. Évidemment, globalement, pour les sténoses plus modérées, il n'y a pas de bénéfice à la chirurgie, même si, bien sûr, au cas par cas, parfois les choses sont discutées. Alors, notamment pour cette zone grise, les investigateurs de l'ACET et le CST ont poulé les données, c'est-à-dire vraiment des données individuelles, et réanalyser leurs données, relire toutes les images pour les mesurer de la même façon. Et c'est vrai que ça nous a aidé, nous, neurologues, puisqu'on a isolé des catégories de patients qui bénéficient plus de la revascularisation, en l'occurrence de la chirurgie ici. Vous connaissez ces données, les hommes bénéficient beaucoup plus que les femmes, les hommes âgés, les patients âgés, plus de 75 ans, bénéficient beaucoup plus de la chirurgie que les patients les plus jeunes. Et enfin, la réanalyse a montré que les patients plus tôt, ça veut dire opérés très tôt après l'événement, étaient ceux qui bénéficiaient un maximum de la revascularisation. Si bien qu'aujourd'hui, évidemment, nous, neurologues, quand on hésite, si c'est un homme, s'il est âgé et si on le voit très très tôt après son accident, ça nous pousse un peu plus à vouloir arrêter que si c'est une femme qui est plutôt jeune et qu'elle est arrêtée et qu'elle est prise en charge de façon un peu décalée. Alors ça, c'est sur les données de la chirurgie, et c'est vrai, comme vous avez parlé déjà depuis le début de cette réunion, toutes les techniques endovasculaires sont apparues comme une alternative, entre guillemets, séduisante, parce que, pas de chirurgie nucléaire, peut-être la nécessité plus simple, et de façon assez intuitive, les gens se sont dit que pour les sténoses carotides, souvent des patients âgés, c'est peut-être intéressant. Voilà, éviter l'anesthésie, les morbidités, peut-être un peu moins lourdes. Et il y a eu plusieurs essais, dont l'essai français qui était coordonné par Jean Lumas. Moi, je suis son adjoint, mais j'étais son interne. Je me souviens que j'incluais ces patients, je les identifiais. Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui, d'accord, donc je continue. Donc il y a eu l'étude des VA3S, c'était l'étude française, auquel sûrement beaucoup d'entre vous ont participé. La question était très simple, les patients ont une sténose carotide serrée symptomatique,
randomisée en 2 bras, donc une étude randomisée entre chirurgie et stenting. Et puis la même étude, le même genre de design et de critères de jugement a été réalisé en Allemagne, l'étude SPACE, et une étude internationale, mais majoritairement conduite au Royaume-Uni, en particulier en Angleterre, l'étude ICSS. Et vous voyez que toutes les études ont montré à peu près la même chose, c'est-à-dire une augmentation des complications, enfin, beaucoup plus de risques de complications procédurales dans le bras stenting que dans le bras chirurgique, et ce dans tous les essais. Alors, encore plus marqué en France, avec quasiment 10% de complications dans le bras stenting en comparaison d'un peu moins de 4% chez les patients opérés, mais ces mêmes chiffres étaient observés dans toutes les études, avec, lorsque les études sont poolées, on voit que on a 1,8 fois plus de risque de faire une complication procédurale. La définition était très claire, c'était de refaire un AVC ou de décéder bien sûr de la procédure, donc c'est quand même un critère très dur. Et alors que dans la littérature après les choses n'ont pas été dites exactement de la même façon au début, vous voyez l'étude américaine, l'étude CREST, a montré exactement la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'on s'intéresse aux critères AVC, décès post-procédural, péri-procédural, on a toujours cette même tendance avec, vous voyez, l'augmentation de risque de 80% quand même, voilà, on augmente par 1,8 le risque de faire un AVC ou de décéder de la procédure. Et à partir de là, c'est vrai que d'une certaine façon, ça a pu un peu freiner le développement du stenting carotide parce que le critère de sécurité n'était pas satisfait. Donc voilà, il est dit à peu près partout que le stenting est associé à une augmentation du risque procédural, donc c'est la sécurité du geste. Néanmoins, tous ces patients qui inclus ont été suivis, et on a pu plus tard réanalyser les données à long terme, et là également de façon poolée, donc c'est tous les patients inclus dans des essais randomisés, y compris les essais CREST américains étaient inclus. Vous voyez qu'on a quasiment 4800 patients. Donc ce qu'on observe, c'est que passé la période procédurale, finalement, on a des courbes qui sont à peu près parallèles, et cette augmentation du risque d'AVC-DC ou d'AVC ipsilatéral, si on passe la période procédurale, elle est en grande partie imputée à la période procédurale. Et donc le surrisque n'est pas absorbé, mais pas complètement, et donc on a une augmentation de risque, toujours de 45% défaveur du stenting. Mais de façon intéressante, si on déclenche un petit peu la survie, entre guillemets, non pas à l'intervention, mais à la période post-procédurale, alors qui était définie dans ces essais par le premier mois, finalement, on voit qu'on a des courbes qui sont tout à fait superposables et avec finalement une très bonne efficacité du geste, puisque le taux de complication d'AVC ipsilatéral est extrêmement faible, et ce, dans les 2 bras. Donc, à partir de là, on a aussi pu conclure que le stenting carotide était aussi efficace que la chirurgie, mais moins sûr. Évidemment, on ne peut pas s'approcher de la sécurité du geste, mais c'est intéressant d'avoir ces données, et on observe également les mêmes données sur le risque de rosténose, qui n'était pas assez pas clair au début, il y avait une petite crainte. En fait, finalement, il n'y a pas plus de risque de rosténose avec le stenting. Le problème, il est ici. Effectivement, il y a un surrisque lors de la procédure, et d'ailleurs, expliqué quasiment le jour de l'intervention. Tout est dit le jour de l'intervention. Ces patients étaient suivis de nombreuses années, et en fait, l'augmentation de risque, elle est circonscrite à la première journée. Est-ce qu'elle a un retour ou pas? Effectivement, l'idée était de voir qu'il y avait des facteurs qui étaient associés à cette augmentation de risque du stenting. Et le premier qui n'était pas intuitif, c'est l'effet de l'âge. Alors, il n'y a pas d'augmentation, en tout cas dans le cas de ces essais, du risque de complications procédurales pour les patients opérés, vous voyez, est globalement similaire. Par contre, dans le bras stenting, il y a une augmentation du risque de complications très nette à partir de 65, surtout à partir de 70 ans. Donc, les patients âgés de plus de 65 ou de plus de 70 ans sont ceux qui font le plus de complications. Et là, c'est une information qui est importante parce qu'elle est un petit peu contre-intuitive. Donc, cet effet de l'âge qui est vraiment expliqué uniquement par la période procédurale et chez les patients traités par stenting. Donc voilà, finalement, c'est une alternative à la chirurgie, elle est pour les patients vraiment les plus jeunes. Et puis peut-être, il y a des aspects techniques, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des réanalyses sur ces études. Donc le CSTC, c'est finalement le Carotid Stenosis Trials Collaboration, c'est l'idée de tous les essais, les 4 essais dont je vous ai parlé, pour regrouper leurs données, elles sont étudiées de façon individuelle, et ça permet de faire des analyses
par exemple, l'effet du stunt. Alors effectivement, les devices s'améliorent et à l'époque, en tout cas dans les essais, il y avait deux types de stunts qui étaient utilisés. Des stunts avec des mailles un peu plus ouvertes, pas tout à fait interconnectées, d'autres qui étaient beaucoup plus petites et interconnectées. Et effectivement, la réanalyse de ces données, alors évidemment, les essais n'ont pas été stratifiés, mais randomisés sur le stunt, mais on a quand même le droit de regarder. Et on a l'impression que, vous voyez, les stunts fermés, enfin mailles interconnectées serrées, il y a moins de complications que ceux qui ont des mailles plus ouvertes, avec quand même une augmentation assez forte de 1,6 ici. Donc ça donne des idées, et effectivement, avec l'amélioration de la technologie, l'amélioration du device, peut-être qu'on pourra refaire ces mêmes études un peu plus tard. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra pas attendre d'avoir 10 ans pour avoir les résultats, puisqu'on sait que l'augmentation de risque, elle est dans la période procédurale. Un deuxième élément, parce que je me souviens que c'était un sujet de discours pour les résultats qui étaient publiés, notamment d'études françaises, et notamment pas de vous, mais peut-être plutôt de ceux qui faisaient de l'interventionnel. Et en France, pour les 40, c'est vrai que comme à l'époque, c'était quand même concentré chez les radiologues interventionnels. On a regardé aussi l'étude de l'expérience. Parce que les gens disent, mais oui, mais vous comparez une technique qui a des années, des dizaines d'années d'expérience, des chirurgiens qui sont rodés à cette technique très souvent, et puis des gens qui sont à peine formés à l'angioplastie stenting carotide. Et c'est pas si tard que ça, c'est assez intéressant de regarder. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expérience? C'est compliqué, donc on essaie de la définir avec ce qui était disponible et de façon différente. Vous voyez qu'on peut la définir comme le nombre de gestes faits durant cette. Et lorsqu'on prend cette définition, il n'y a pas de différence de risque observée selon que l'opérateur avait ou pas une grande expérience du stenting. La deuxième qui était disponible, c'était est-ce que, non pas le jour de la procédure, mais est-ce que l'opérateur avait déclaré un certain nombre de gestes avant de rentrer dans l'étude. Et là, clairement non plus, ça ne ressort pas. Un élément important à regarder, parce que c'est quelque chose qui, aux États-Unis, sont beaucoup les cardiologues qui essaient, entre guillemets, de mettre la note sur le stenting carotide, et certains ont déclaré une très très grande expérience pour le stenting, mais pas le stenting carotide, par exemple pour les coronaires. Et alors c'est intéressant d'avoir fait des milliers de stenting coronaires, mais ça ne remplace pas la carotide, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de différence de complications selon le fait que les opérateurs avaient pu pratiquer énormément de stenting coronaire. Et le seul élément qui est ressorti dans cette étude, dans cette réanalyse, c'est finalement avec le volume du geste que vous, effectivement, avez tous énormément pratiqué, mais on sait qu'il faut continuer à pratiquer pour être sûr. Et ce qu'on a pu analyser, c'était le nombre de gestes faits annuellement dans le cadre des essais. Et s'il y avait ce groupe qui avait l'air d'être un peu protecteur vis-à-vis des complications, ce sont les opérateurs qui ont inclus et traité plutôt même, de nombreux patients, enfin au moins plus de 6 patients par an, dans le cadre de l'essai. Alors, dans cette période-là, on pense assez peu de stenting était fait en dehors des essais, mais en tout cas, voilà, les patients, les opérateurs qui intervenaient fréquemment dans le cadre des essais avaient moins de complications que les autres, indépendamment de l'expérience antérieure et surtout indépendamment de tous les cofacteurs qu'on sait associés au risque de complications, le sexe, l'âge, les antécédents, le type de stunt utilisé ou de protection du stunt, etc. Donc ça c'était important, et ces résultats étaient observés également lorsqu'on excluait les jeunes opérateurs, en tout cas les jeunes dans la procédure, qui avaient été formés au début de l'essai et qui avaient continué tout seul. Donc finalement, voilà, il faut être formé, mais il faut surtout, il y a une heure du cœur bien sûr, mais il n'y a pas d'air si long que ça. Ce qui est important, c'est de pratiquer régulièrement. 76, et puis, je sais que ça a été présenté beaucoup comme stenting, une alternative à la chirurgie carotide, parce que, notamment dans l'essai CREST, l'essai américain, l'endpoint était différent. C'était pas ABCDC, pourtant quand on opère la carotide, ce qu'on veut, c'est quand même éviter un ABC à son patient, que ce soit une carotide asymptomatique ou symptomatique, effectivement, de faire son unité chirurgicale. Mais ils avaient inclus également, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de cardiologues, dans le critère de jugement composite, les infarctus du bloc cardiaque. Alors pourquoi pas? Sauf que, quand on regarde la définition utilisée dans le CREST, vous voyez qu'il y en avait beaucoup plus que dans les essais français et anglais, beaucoup plus vraiment, parce que la définition était celle-ci, pour des signes cliniques d'accord, ou une modification ECG, associée à une augmentation de la troponie. Et au final, dans le CREST, 40% des infarctus du myocarde étaient asymptomatiques. Donc ça explique aussi une partie de la différence. Vous voyez, 2,3% d'infarctus du myocarde dans le bras des patients qui ont été traités par chirurgie dans le CREST, beaucoup plus élevé
lycées européens. Et ça, c'est probablement en partie lié à la définition. Ils avaient bénéficié, entre guillemets, d'un monitoring cardiologique très particulier. Alors, on pourrait décider de s'intéresser aux lésions silencieuses, finalement, et dans ce cas-là, il faudrait faire la même chose avec le cerveau. On est capable de voir les lésions silencieuses, avec la troponine du neurologue, et cette séquence qui est la séquence de diffusion, est extrêmement sensible à l'ischémie. Et dans une étude, une toute partie de l'étude ICSS, l'étude anglaise, c'est Joe Bonatti qui a pu regarder, faire des IRM de diffusion avant la procédure et après la procédure, et regarder ce qui se passait. Et il a vu que la moitié des patients traités par stenting avaient au moins un petit infarctus cérébral en plus, alors que ça ne concernait que 17% des patients opérés. Donc voilà, les patients traités par stenting ont globalement 5 fois plus de risques de faire de petites ischémies cérébrales, alors pour la majorité silencieuse, mais on l'a vu, pas tout. Donc, si on parle de lésions silencieuses, il faudrait dans ce cas-là inclure ce paramètre-là. Et puis, c'est pas tout à fait la même chose, parce que je suis neurologue, que je le dis, mais faire une petite ischémie myocardique et de faire un AVC, c'est pas tout à fait similaire. Et vous voyez que les auteurs, pour beaucoup de CREST, se sont intéressés, ils ont regardé un petit peu ce que provoquait le fait d'avoir fait un AVC ou un infarctus du myocarde en termes de qualité de vie. Et là, à part la douleur, effectivement, tous les influencer beaucoup plus la qualité de vie, enfin l'AVC est beaucoup plus délétère sur la diminution de la qualité de vie que le infarctus du myocarde. Donc ça, c'est pas tout à fait la même chose. Et peut-être le dernier élément à discuter, on l'a vu tout à l'heure dans les données de la revascularisation, on sait qu'on va éviter beaucoup plus d'AVC si on vous adresse très très tôt les patients, parce que bon, ils ont effectivement récupéré, qui sont stabilisés au point de vue neurologique. Donc il est intéressant également de regarder quel est le devenir des patients et le risque chez les patients qui avaient bénéficié d'une procédure très très tôt. Et donc toujours sur cette même cohorte des essais randomisés, tout ce que je vous montre là, ce ne sont que des essais randomisés. L'idée était de regarder sur ce critère composite, donc on va regarder n'importe quel critère, mais celui qui a été le plus regardé, AVC et DC, donc les complications procédurales. Quel était le risque chez les patients qui avaient eu une intervention vraiment dans les premiers jours suivant l'événement ou qui étaient traités un peu plus tard. Vous voyez qu'il y a quand même 4 essais, 4218 patients analysés dans cette étude. 14% ont eu un stenting au cours de la première semaine, 11% ont eu une chirurgie pendant la première semaine. Alors, ce sont des essais randomisés où les personnes n'étaient pas stratifiées selon le délai. Ils sont similaires en termes de caractéristiques. Et on voit que si on regarde la période précoce, il y a encore plus de complications dans le bras stenting, 8,3% versus 1,3% dans le bras chirurgical. L'augmentation du risque de complications procédurales, cette augmentation elle est encore plus forte quand on s'intéresse à la période juste post-AVC, et pourtant c'est celle qui nous intéresse le plus, puisque c'est celle qui va nous conduire finalement, et c'est celle dans laquelle on va être le plus bénéfique aux patients si ils ont des procédures de revascularisation. Donc voilà, la conclusion elle est évidente. Aujourd'hui, le stenting carotide n'a pas remplacé la chirurgie, et nos pratico-neurologues, on ne considère le stenting que s'il y a une contre-indication à la chirurgie. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette question. Merci beaucoup David, c'est une présentation passionnante sur des données extrêmement bien documentées, et je crois qu'on est dans des niveaux de profs qui sont extrêmement élevés maintenant. Ce qu'on retient quand même, ce qu'on peut peut-être en cherchant une amélioration des résultats du stenting, c'est finalement, comme c'est dans l'immédiat toujours, comme tu l'as très bien montré, est-ce que la technique elle-même, bien qu'elle soit difficile à évaluer, joue un rôle probablement, et parce que quand on navigue dans les artères, en particulier dans la crosse de quelqu'un d'âgé, eh bien, il y a certes la sténose carotidienne, il y a souvent beaucoup de plaques dans la crosse, et c'est peut-être une des causes de nombre de complications post-opératoires. De sorte qu'il y a des techniques, comme tu le sais, qui sont en train de se développer, qui consistent non pas à traverser la crosse, mais à aller ponctionner la carotide directement, avec un système de protection, on a trop le temps de développer ça, mais qui donne des résultats, en
ce qu'on lit dans la lecture qui semble intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu de racler la carotide et de balancer du thrombus de la crosse ou de la carotide dans le cerveau, on évite tout ça en fonctionnant directement la carotide. Ton opinion sur cette technique-là? Alors, oui, c'est vrai que j'ai vu, il y avait même un lycée, alors c'est pas randomisé, mais c'est Roadster, je crois, qui avait regardé. Alors nous, quand on est neurologue, on se dit, mais finalement, puisqu'on a vu que la chirurgie faisait beaucoup mieux, on se dit, quitte à fonctionner ici, pourquoi finalement, puisque vous savez que ça fait le faire, ne pas opérer, puisque quand même, il y a plus, effectivement, on va éviter le cathétérisme de la horte, etc. Mais le moment qui est délicat, c'est le moment quand même où on va traverser la sténose, et là on risque de faire une embolie, donc finalement, effectivement, on va éviter une partie du risque, mais quel est l'intérêt en technique on dit quelque chose qui va en dessous, finalement, pourquoi ne pas intervenir? Donc, je vais vous retourner d'une certaine façon la question. Je suis heureux d'entendre un neurologue défendre les chirurgiens dans leur pratique traditionnelle. Je partage le même avis que toi sur cette technique. Bon, cela dit, pourquoi pas. Chez les patients symptomatiques, clairement, le problème vient du fait que la plaque est très instable. Est-ce qu'on a et donc plus aride d'embolie quand on la traverse. Est-ce qu'il y a un moyen de diminuer cette instabilité? Par exemple, il a été montré que les statines à très haute dose pouvaient agir sur la composition de la plaque. Donc, c'est provocateur, mais est-ce que chez quelqu'un qui fait un petit ALT, des choses comme ça, dans le cours de statine, et on attend un peu, et puis à ce moment-là, le geste devient plus safe, quoi. Alors, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup communiqué sur la diminution du risque d'AVC, en particulier pour les carotides asymptomatiques liées au progrès du traitement médical, ça c'est vrai, c'est très clair, et notamment par l'effet des statines, mais il y a des données aussi qui montrent que la chirurgie a beaucoup moins de complications aujourd'hui, encore qu'à l'époque des essais, les derniers essais, notamment CREST, celui à long terme ou ACT1, montrent qu'il y a un risque de complications procédurales très faible, notamment chez les patients asymptomatiques. Le problème, c'est qu'effectivement, il faut une imprégnation en statine et on n'a pas du tout envie, en tout cas pour les carotides symptomatiques, de décaler l'intervention pour que le patient soit bien imprégné en statine. Alors, notamment même la bithérapie aujourd'hui, même si posait quelques problèmes, elle semble intéressante pour la chirurgie. Donc le traitement médical limite aussi les risques de la chirurgie, mais il ne faudrait probablement pas que ça fasse trop décaler l'intervention parce que l'élément majeur, on l'a vu, ça c'est une donnée historique, mais ça reste vrai. On a l'impression qu'aujourd'hui, la question, c'est pas opérer dans les 15 jours après, mais c'est dès que c'est possible, hein, finalement, dès les premiers jours. Donc, on ne va pas pouvoir vraiment bénéficier d'une imprégnation en statine si le patient n'est pas sous statine. Et de plus en plus, je sais. L'autre question aussi, c'est on sait aussi que les malades symptomatiques ont plus de risques de complications post-opératoires que les asymptomatiques. Alors, bon, il y a tout un débat sur les asymptomatiques à nouveau, mais et malgré cet excès de complications, la chirurgie est meilleure que le stent. Mais bon, il y a une petite question là quand même. Oui, bien sûr, mais finalement, dans toutes les maladies, on l'a vu, parler du Covid tout à l'heure, la principale comorbidité, c'est l'âge. Et finalement, il y a beaucoup plus de risques de refaire un AVC quand on est âgé que quand on est jeune. Et bien sûr, il y a plus de risques de la chirurgie, mais le bénéfice est toujours en faveur du traitement. On l'a vu, l'homme âgé opéré tôt bénéficie un maximum de la chirurgie. Donc, effectivement, la chirurgie est plus risquée, mais le bénéfice que le patient en tire est encore plus fort. Bien, c'est une très belle conclusion. Est-ce qu'il y a des questions dans les... Si je peux me permettre, c'est une remarque coloniale. Vous m'entendez? Oui, très bien. Dans ma pratique clinique, je suis un chirurgien vasculaire. Et dans ma pratique clinique, c'est l'angioplastie carotidienne qui est la technique prédominante. Et je suis toujours très étonné par la présentation de ces résultats scientifiques, parce que mon impression est complètement, non pas opposée, mais en tout cas notoirement différente. Ça fait 25 ans que je fais de l'angioplastie carotidienne, et j'ai l'impression que l'aspect technique, durant la procédure, et les précautions à prendre sont des éléments clés. On ne fait pas l'angioplastie d'une fémorale superficielle ou d'une iliaque. On est véritablement dans une carotide, ceci nécessite des précautions importantes. Moi, je n'ai pas, alors peut-être pas la rigueur
de ces études scientifiques, mais actuellement, nous, on considère que les résultats sont équivalents, que ce soit la chirurgie ou l'angioplastie. Et il faut dire que dans l'entourage, j'ai une activité libérale, mais dans l'entourage aussi bien des neurologues que des cardiologues, les patients sont adressés avec une arrière-pensée d'angioplastie. Tout ça pour dire que probablement les résultats ne sont pas aussi défavorables que ce que vous présentez pour l'angioplastie, ou ce qui est rapporté habituellement en France pour l'angioplastie. Nous, pour moi, c'est une procédure qui est sûre. Bien entendu, il faut sélectionner les indications. Bien entendu, comme l'a rappelé Jean-Pierre Becquemin, l'anatomie de la crosse de l'aorte, la présence de calcification, l'anatomie des cas de la carotide elle-même. Et c'est même pas une évolution du matériel, puisque c'est ce même matériel que j'utilise depuis tant d'années. Alors c'est vrai que je l'ai bien en main, mais on a des taux d'incidents qui sont limités, et ce sont souvent là par contre tout à fait d'accord pour dire que l'IRM montrerait probablement plus de micro-lésions que ne montrerait la chirurgie. Alors, je vous ai parlé des effets opérateurs, mais c'était globalement sur l'expérience. Ce qu'on n'évalue jamais dans un essai comme ça, c'est l'effet opérateur, finalement, talent de l'opérateur. Et il est probable que une personne, deux personnes, je ne sais pas, soient capables d'avoir vraiment des taux de mortalité extrêmement faibles avec le stunting. Ce à quoi on peut répondre, c'est que généralement, si on proposait le stunting de façon non sélectionnée, et ça, il y a quand même les essais, 4 essais, donc tous les continents qui le montrent, on aurait plus de complications. Ça ne veut pas dire que certaines personnes sont capables d'avoir des taux de complications très faibles, mais après, il y a des recommandations derrière. Si on recommandait, et ça, les résultats dans la vraie vie le montrent aux États-Unis, la même chose, c'est que les résultats médicaux, etc., montrent plus de complications, de mortalité, notamment dans le stunting. Ça n'exclut pas que certaines personnes aient un talent particulier, mais enfin, il est difficile, on ne peut pas le mesurer. Donc, voilà, si une nouvelle technique apparaît, une nouvelle façon de faire, si on veut déployer tranquillement la technique, il faudra probablement le réévaluer, j'ai l'impression. Pour convaincre les neurologues qui globalement disent quand même ces essais randomisés, ça sera difficile de changer sans donner une nouvelle donnée scientifique, ça sera compliqué de convaincre tout le monde. Alors j'ai dû trouver le bon neurologue. Probablement. Je sais pas si c'est le bon. Hein. Ok, d'autres questions? Non, ça a l'air d'aller. Bon, moi encore une fois, l'opération, la présentation et les discussions m'ont passionné.